des choses émerger de manière complètement différente, même dans des épisodes qu'on pensait déjà avoir vus, maîtrisés et compris. À bien distinguer effectivement du reboot au sens où on relance une série, on fait un revival. Et d'ailleurs, The Good Place en parle pas mal, puisque à un moment, je ne sais pas si tu as vu la série, la juge fait passer une pétition pour rebooter Ali McBeal, et après, lorsqu'elle reboot la planète, elle se dit que comme ça, elle reboot Ali McBeal. Donc il y a cette idée-là de refaire, qui d'ailleurs, ça me fait penser que c'est peu exploité, cette potentialité-là, dans la saison 4. C'est l'idée de pouvoir refaire possiblement la Terre entière, refaire toute l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose que les personnages cherchent absolument à éviter, alors que finalement, eux-mêmes ont réussi à se tirer de multiples remises à zéro. C'est une potentialité qui sera jamais exploitée, qui pourrait être intéressante. Je pensais en t'écoutant, puis après, tu as parlé de Into the Spider-Verse, en fait, tu as rentré en beaucoup avec ça que j'étais en train de penser. Parce que je me demandais si on pouvait pas aussi réfléchir à des détails par rapport justement à toutes les autres séries de la question qu'on essaie de séries sommes, peut-être nous en arrive là aussi, parce que il y a toutes ces choses quand même qui reviennent de ces séries anciennes, et notamment un personnel, en fait, des gens, en fait, des personnages. Et comme justement, c'était une série qui vit sur la question des différentes occurrences, des différentes versions des personnages, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose aussi qui serait intéressant à penser en termes d'intertextualité des autres séries. En fait, je sais pas si tu as réfléchi à ça. J'y ai réfléchi un tout petit peu. Je me suis plutôt interrogé en fait sur, puisque j'ai vu Brooklyn Nine-Nine, mais pas encore Parks and Recreation. Compte sur moi. J'irai sans doute dans le mauvais endroit à cause de ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était il y a effectivement des personnages qui reviennent. Il y a aussi, il me semble, chez Michael Schur, ce focus sur la communauté qui est vraiment mis en abîme dans The Good Place, puisque finalement, on se rend compte que même si les personnages développent leurs propres qualités, c'est leur mise en réseau, leur groupe qui fait sens. C'est la Team Cockroach, et puis après, ils se renomment le Brainy Bunch, et puis après, c'est la Soul Squad. C'est vraiment l'idée d'une équipe soudée qui va affronter les choses ensemble. Et il me semble que pour le moment, c'est ce thème que je remarque vraiment chez Schur, qui pourrait être exploité plus avant. Parce qu'en plus, c'est non seulement c'est des groupes qui peuvent bien avec toi, mais en plus, c'est des groupes qui doivent individuels. C'est très, très particulièrement le cas dans le Nine-Nine, en fait. On crée un monde fictionnel quasiment qui est ce proposing avec ses codes, avec ses quêtes, avec ses personnages. Enfin, voilà. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose aussi qui, en fait, est déjà comme un peu sous-jacent dans les autres séries, et que là, on pousse à un niveau, en fait, conceptuel qui est assez logique par rapport à ce qui se passait avant. Enfin, voilà, je n'avais jamais pensé à ça avant, mais en t'écoutant, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Je regarderai Parks and Recreation et on en rediscutera. J'aurais une question par rapport au méta. Est-ce que aussi c'est par rapport au discours, le fait de montrer qu'il y a une sorte de prison, donc on prend une certaine liberté, mais en même temps avec le méta qui parle de celui-ci, qui essaie de, par rapport au public et par rapport à tout ça, et le dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi de prison, enfin d'avoir conscience qu'on est dans cette prison, et du coup une sorte de torture aussi, et peut-être aussi une torture spectateur, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de séries, même des films, qui utilisent ce style méta et qui, en fait, montrent l'étendue de l'univers et l'étendue de l'idée, et peut-être trop, jusqu'à une sorte de fracture. C'est-à-dire, finalement, est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas un trop-plein d'univers? C'est un petit peu ça la question. C'est une bonne question. Elle renvoie un peu, je trouve qu'elle renvoie, là encore, à une autre lettre de Tolkien. Oui, je cite beaucoup Tolkien. La façon dont il dit qu'un monde ne peut conserver sa magie que si on aperçoit des potentialités à l'horizon, mais on ne pourra jamais y aller, comme une cité à l'horizon, par exemple.
Et effectivement, avec les mondes de plus en plus expansifs aujourd'hui qu'on trouve dans la culture populaire, on se retrouve avec des mondes qui peut-être perdent un petit peu de cette magie. The Good Place, elle joue énormément sur l'idée de cet enfermement finalement dans ce mini-monde. On revient d'ailleurs tout le temps au même décor. Je le connais, ce décor, je ne sais plus d'où je le connais, mais c'est un set qui doit être fixe, celui de l'environnement du petit quartier, et qui fonctionne un peu comme tu le disais, Claire, finalement, comme mini-monde, comme nexus, comme axis mundi de tout le reste. Et en ce sens-là, je trouve que, pour essayer de raccrocher les wagons avec votre question, cette dimension méta, finalement, elle sert à The Good Place à se refocaliser sur l'essentiel. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a sur cette imaginaire de la cuisine. Tout à fait. Mais même d'ailleurs, juste un truc, j'y pense, ce qui est intéressant, c'est que on s'ouvre aux potentialités, mais ce qu'a fait Michael Schur, c'est qu'il a reçu de la bouche même de Damon Lindelof le conseil de prévoir la série, de prévoir là où il allait aller. Donc finalement, il fait exploser les choses au milieu de saison 2, il valorise cette explosion des possibles, alors que lui, derrière, a tout prévu. C'est lui, finalement, le véritable démiurge au sens gnostique du terme, pas comme Thielman sort de ce corps, qui tire des ficelles et qui contrôle. Le lien Zoom, donc, pour terminer cette belle journée, nous avons écouté Jessino, qui est maintenant maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Poitiers. Et ses travaux portent sur les relations entre littérature, images animées, cinéma, séries, les réappropriations contemporaines de l'imaginaire culturel du XIXe siècle dans ses versants gothiques et fantastiques dans les aires francophones, anglophones et slaves. Elle dirige actuellement, enfin non, il est déjà paru, il me semble, le numéro d'Astrolabe consacré au voyage dans les séries télévisées. Et elle travaille aussi sur un numéro de transcréation consacré aux séries et à l'adaptation. Et elle va nous parler aujourd'hui de Star Trek The Next Generation, un procès caché de l'humanité en 7 saisons. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup aux organisateurs du colloque. C'est un plaisir d'être à Montpellier. Voilà. Et pour conclure la journée, je pense qu'on est dans les good vibes, donc qui va peut-être plaire à Florent, puisque avec Star Trek, je pense qu'on est quand même dans quelque chose d'assez positif globalement. Donc, Star Trek Nouvelle Génération, deuxième production de la franchise créée par Gene Roddenberry et diffusée dans les années 80 et 90, recourt davantage à la diplomatie que sa prédécesseuse, c'est-à-dire la série originale située dans les années 60. Nous sommes environ 200 ans après les aventures du capitaine Kirk, donc au XXIe siècle, et le vaisseau Enterprise est cette fois dirigé par le capitaine Jean-Luc Picard au nom de la Starfleet, organisation à la fois militaire et scientifique. Donc en gros, on peut dire que Starfleet est un mélange entre l'ONU et la NASA, voire même le CNRS, puisqu'ils font aussi des expériences biologiques, etc. La Starfleet est elle-même une organisation de la Fédération des planètes unies, et donc la mission première de Starfleet, tout comme dans la série originale, reste l'exploration de nouveaux recoins de l'espace et de nouveaux aliens.
La mission de défense est cependant davantage explicitée par Nouvelle Génération que dans la première série, puisque les attaques des ennemis de la Fédération sont nombreuses, au rang desquels les Romuliens ou les Borg. Cependant, Jean-Luc Picard est un véritable diplomate, qui compte d'abord sur la discussion avec les ennemis avant de recourir à la force armée. D'ailleurs, les scènes de combat sont assez pauvres dans Star Trek, proches du grotesque les rares fois où on est dans le corps à corps, très répétitives quand on est dans le combat au phaser, et guère plus significatives quand l'Enterprise échange des tirs de torpilles avec d'autres vaisseaux, en dehors du côté très formulaire et très attendu, alerte rouge, tir ennemi, cri du lieutenant Worf criant « Shield up », le vaisseau touché faisant trembler les sièges sur le pont, puis Jean-Luc Picard ordonnant de tirer, puis Worf et la Forge égrénant le niveau de pourcentage restant des systèmes informatiques sur l'Enterprise d'une manière très angoissante. Life support system down to 30%, 20%, etc. Donc ces séquences, qui sont certes des passages très obligés pour donner du rythme à la série, sont bien moins intéressantes que la manière dont Jean-Luc Picard tente toujours de négocier, de trouver une issue intelligente et non violente. Un véritable projet politique habite ainsi l'Enterprise, celui de pacifier l'espace. Si le but de la Fédération est d'intégrer les planètes découvertes qui en émettent le désir, sa mission n'est néanmoins pas d'ordre impérialiste. La Starfleet est guidée par les principes de la directive première, qui ont pour impératif la non-interférence avec les mondes au développement technologique moins avancé ou qui ne souhaitent pas rejoindre la Fédération. En gros, la directive première agit comme boussole politique et éthique. Elle constitue ce qui empêche Star Wars de se transformer en Star Wars, en Star Trek en Star Wars. Elle fait également office de gimmick, voire de même chez les Trekkies. Voilà. Les études sur les enjeux éthiques de Star Trek ont, dès lors, depuis le début, été nombreuses, fondant l'un de ses aspects les plus traités. Par exemple, par l'examen de la teneur kantienne et aristotélicienne de la directive première, les allégories raciales et sexuelles que constitue tel ou tel peuple alien, ou le statut légal des intelligences artificielles. Ces études ont tendance à opérer par une forme de prélèvement, donc en isolant dans le désordre et souvent au sein de toute la franchise, tel ou tel épisode qui illustre à profit une question éthique particulière. Il est vrai que la vertu des aventuriers de Star Trek repose en grande partie sur le format de la série, qui est semi-feuilletonnante, formulaire. On peut en effet, relativement sans problème, regarder Star Trek dans le désordre, même si un récit au long cours existe à minima. Chaque épisode est doté d'une structure autonome, qu'on peut scinder en 5 actes. Une situation initiale, un premier acte où un élément se présente et pose un problème technique relatif au vaisseau, ou bien une altercation avec des aliens, ou bien une anomalie spatio-temporelle, qui est soit d'ordre gravitationnel, soit quantique, soit due à un trou noir, soit due à un trou de verre, ou encore un personnage du vaisseau qui est infecté par un virus alien inconnu. Ensuite, on a un deuxième acte où une première décision intervient avec une série d'actions, par exemple une première incursion de groupe grâce au transporteur sur la planète où il y a un problème, un troisième acte qui apporte le climax, un quatrième avec toute une série de résolutions et le dénouement épilogue qui boucle parfaitement le récit. A priori, la valeur cumulative de toutes ces expériences, y compris éthiques, auxquelles sont soumises les membres de l'Enterprise, est donc peu exposée, ou du moins son déploiement à l'échelle des 7 saisons. Or, il convient tout à fait d'envisager Star Trek comme procédant réellement d'un double mouvement, formulaire, mais néanmoins proposant une évolution éthique au long cours, notamment par la présence d'un métadispositif narratif, c'est-à-dire le procès caché auquel participent sans toujours le savoir les membres de l'Enterprise, donc le procès qui est intenté par Q, dont je parlais tout à l'heure. Alors, donc lecture anthologique d'abord. Comme dans la série originale, de nombreux épisodes permettent de découvrir de nouveaux aliens et génèrent ainsi des considérations anthropologiques sur l'universalité en matière d'éthique. Tout cela transparaît très bien à la lumière d'une approche anthologique, donc qui va sélectionner les épisodes, souvent dans une sorte de pulsion d'inventaire. Et dès lors, il est facile d'identifier les typologies de conflits éthiques depuis des questions très générales, liberté individuelle ou ordre social, statut juridique et moral de toutes les formes de vie et d'intelligence artificielle, par exemple dans les épisodes Silicon Avatar ou Day Lore, jusqu'à des questions écologiques, par exemple l'épisode When Above Breaks, et d'autres plus spécifiquement liées à l'univers de Star Trek, par exemple le conflit entre les valeurs culturelles d'un personnage en particulier, par exemple Worf, le Klingon, versus la directive première et la loyauté envers Starfleet. Si aucun personnage de l'Enterprise n'est doté d'une doctrine immuable, certains traits récurrents peuvent être liés à une identité ou une fonction. Par exemple, le Dr Beverly Crusher rentre souvent en conflit avec Picard parce que son éthique médicale, donc qui est bien de l'ordre de la déontologie et non pas de la vertu, heurte la directive première, par exemple dans l'épisode Symbiosis. Jean-Luc Picard, parce qu'il est le capitaine, est souvent confronté, lui, à des choix en termes de conséquentialisme. Donc, quel résultat positif pour le vaisseau et la Fédération? Mais aussi entre sa loyauté indéfectible envers Starfleet et un sens non moins aigu de l'amitié, comme c'est le cas dans l'épisode Conspiracy. Il est aussi très souvent placé devant le choix de sacrifier l'un des siens pour le bien collectif,
par exemple dans l'épisode Code of Honor, qui le place face à un dilemme, alors qu'une population alien a enlevé le lieutenant Tasha Yar, l'obligeant à un combat à mort contre une rivale pour la position de première épouse du chef de ces aliens, ce qui conduit à devoir accepter les termes d'un contrat mortifère pour Picard. En réalité, Tasha éprouve une attirance érotique pour le chef des aliens, ce qu'on apprend par la suite, et cela influence grandement Picard dans sa décision d'accepter le combat. À l'échelle macroscopique, c'est donc un mélange de vertus aristotéliciennes et de prima facie qui prédomine, étayant une forme d'utilitarisme plutôt optimiste. Parmi les épisodes les plus remarquables, ce sont évidemment ceux qui défient le plus ces principes, comme Symbiosis, qui vont être intéressants. Dans cet épisode, l'Enterprise recueille des humanoïdes des planètes Brekka et Ornara, lesquels se disputent un remède contre un virus décimant les Ornariens. Au cours de l'épisode, on apprend que ce virus n'est rien d'autre qu'une addiction à ce remède. La supercherie est découverte par le médecin en chef de l'Enterprise, Beverly Crusher. Les Ornariens sont donc exploités par les Brekkiens et contraints de leur vendre leurs ressources en échange de ce médicament, qui leur est présenté comme une solution à leur maladie fictive. Cependant, Picard ne dispose pas de la possibilité de divulguer cette découverte aux Ornariens en raison de la directive première. Face à une Beverly Crusher désemparée, le docteur Picard explique que The Prime Directive is not just a set of rules, it is a philosophy, and a very correct one. History has proved it again and again, when humanity interferes with a less developed civilization, no matter how well-intentioned that interference may be, the results are invariably disastrous. Tout en avouant par la suite, juste après, qu'il ne sait pas s'il s'agit réellement de la meilleure décision, ce que seule l'histoire des temps futurs prouvera. Cet épisode constitue donc un cas d'école interprété à la lumière de cet impératif kantien de la directive première. Mais l'ouverture vers le futur à laquelle appelle Picard résonne aussi comme un appel vers ce deuxième mode de lecture que l'on peut mettre en œuvre au sujet de Star Trek dans son versant éthique, un mode plus attentif au déroulement long de la série. J'ai donc examiné les 7 saisons pour voir quel type de problèmes éthiques on peut classer et comment ils évoluent, s'ils évoluent, au cours de la série. J'ai répertorié donc la nature des conflits, les personnages impliqués, l'existence ou non d'un dispositif narratif singulier, afin de voir comment ces systèmes sont rattachés aux structures narratives de chaque épisode. Quelques exemples pour la saison 1, pour la saison 4. Évidemment, je n'ai pas ici reproduit les 7 saisons de 24 épisodes chacun, mais j'ai vraiment fait le travail. Certaines tendances évolutives se dégagent en réalité assez distinctement. Il est évident, par exemple, que les 2 premières saisons tendent à privilégier des types de conflits entre identités individuelles et impératifs transcendants, soulignant la nécessité de valoriser le libre arbitre et de ne pas se précipiter dans des choix opportunistes, même si ces derniers peuvent avoir des conséquences positives. Par exemple, dans l'épisode The Last Outpost, dans lequel Riker décide d'épargner le peuple Ferengi, alors qu'il pourrait constituer une menace pour le futur, ou bien l'épisode The Naked Now, où un étrange virus inconnu provoque des émois sexuels dans tout le vaisseau, mais Picard, malgré cela, décide de ne pas en profiter pour coucher avec Beverly Crusher, malgré leur attirance mutuelle. Ou encore l'épisode Hide and Q, où ce dernier, dont on va reparler tout à l'heure, Q, propose à Riker de devenir comme lui un dieu, mais Riker refuse, bien que cela permettrait de faire le bien, c'est-à-dire par exemple de guérir la Forge de sa malvoyance. Cependant, il existe une autre tendance qui s'accélère dans les saisons 3 et 4, celle d'une critique interne de ce système. Certes, Star Trek présente une vision de la justice qui est basée sur l'équilibre et non sur des conceptions absolutistes. Ce qu'on voit bien dans l'épisode Justice, dans la première saison, qui se déroule sur la planète Edo, où une société très heureuse et très érotique cache en réalité une justice impitoyable qui fait exécuter tous les citoyens qui commettent le moindre délit, y compris marcher sur une pelouse, qui est interdite. Mais cela se faisant, Star Trek refuse l'idée d'un relativisme total, ce que la directive première semble aussi embrasser à première vue. L'alternance des épisodes produit aussi certains effets. Chaque fois qu'un épisode aborde un conflit qui semble clairement condamner ces formes d'hédonisme, il est suivi d'un épisode qui met en scène, par exemple, les terribles Borg, ce peuple cyberconnecté qui assimile tous les autres extraterrestres et où l'individu n'a aucune valeur. On peut en conclure que plus la série progresse, plus elle semble remettre en cause l'hédonisme, tout en critiquant la possibilité d'organisation collective aux règles transcendantales. En réalité, la liberté est soit menacée, soit elle est une illusion, une idée qui peut être interprétée en relation avec la présence de Q en tant que grand ordonnateur de Star Trek, donc ce fameux dispositif métanarratif. Si chaque épisode apporte bien une résolution positive et est dès lors bouclé, le retour futur des mêmes écueils est tout de même suggéré. On voit un petit peu dans le tableau, c'est-à-dire que les conflits sont résolus partiellement, mais en réalité, on a énormément d'éléments latents qui vont dessiner, alors pas des arcs, mais des potentialités, voilà, un espace désigné pour un personnage.
Donc, certains éléments latents peuvent très souvent survenir, étant attachés à des dilemmes éthiques ou à des limites morales de tel ou tel personnage. Il faut également noter un effet de progression en termes de typologie des dilemmes éthiques, ce qui confère une certaine unité à une saison. La saison 4, par exemple, culmine avec des épisodes qui posent des questions éthiques singulières, notamment sur des questions biomédicales. Par exemple, le suicide des personnes âgées dans l'épisode Half a Life, ou sur la liberté des individus de choisir une situation qui leur est défavorable, en particulier les enfants. C'est le cas dans l'épisode Suddenly Human, dans lequel un jeune humain, Jono, est sauvé des Talariens qu'il avait adoptés et élevés. Picard se rend compte que Jono est maltraité, bien qu'il soit attaché à son père adoptif talarien. À la fin, Jono poignarde Jean-Luc Picard et retrouve son père agresseur. Picard est conforté dans sa conviction qu'il ne convient pas d'interférer avec le système de valeurs d'autrui. Mais comme chaque personnage de l'Enterprise, il est bien en mesure de faire l'expérience d'une altérité possible, davantage sur les modes de potentialité de l'être que d'un apprentissage progressif. Et dans son cas, c'est celui de la transmission et de la paternité. Les 2 épisodes, fin de saison 3 et début de saison 4, qui vont faire de Picard temporairement donc un Borg, ouvrent par la suite, de manière différée, à cette expérience empathique avec You, un Borg qui va être sauvé par l'Enterprise, puis avec Jono, lesquels suggèrent ce chemin de paternité possible pour Picard. Si chacun des personnages possède ainsi un certain fil conducteur au cours des saisons, souvent modelé par ses expériences possibles et non pas toujours actualisées, le personnage le plus significatif est sans nul doute l'androïde Data, puisque la série le charge, contrairement à d'autres, d'une quête très manifeste, accéder à l'humanité. Néanmoins, l'humanité n'est pas une donnée dans l'univers de Star Trek, elle s'acquiert, et de manière très émersonienne, elle concerne tous les personnages, comme le rappelle Picard dans l'épisode The Neutral Zone. À 3 humains du XXe siècle, des milliardaires qui ont voulu se cryogéniser et qui se retrouvent donc 4 siècles plus tard, décongelés par l'Enterprise. Et donc, ils présentent évidemment des comportements typiques du XXe siècle, avarice, narcissisme, insatisfaction chronique. Nous avons grandi depuis notre enfance, dit Picard à propos des êtres du XXIVe siècle, et il encourage les décryogénisés à s'améliorer eux aussi. La condamnation morale des humains du XXe siècle est en effet un thème récurrent de Star Trek, laquelle rappelle par métonymie le procès que Q intente à l'espèce humaine. En définitive, les 7 saisons mettent de plus en plus en abîme des dispositifs qui sont au centre de la série, à savoir la relation complexe et mobile entre l'oubli et la mémoire, en montrant des épisodes qui ouvrent des brèches de potentialité grâce à des structures temporelles alternatives. C'est le cas de l'épisode Clues, dans lequel une anomalie, alors gravitationnelle ou quantique, je ne me rappelle pas, l'une des deux, s'est produite, provoquant l'effacement d'une journée entière de la mémoire de l'Enterprise, et dans lequel seul Data est épargné. Finalement, les indices laissés sur le vaisseau conduisent à une enquête, et il devient évident que Data a menti sur la durée du blackout pour protéger l'équipage, car des événements violents et menaçants se sont produits. L'équipage prend alors des mesures pour rétablir la situation, mais à la fin, personne ne se souvient de ce qui s'est passé, sauf Data. On retrouve la même structure dans Remember Me, bon, c'est pas ça, dans l'épisode Remember Me, où c'est cette fois une anomalie donc quantique qui provoque le blackout, et aussi Beverly Crusher, qui est la seule à garder mémoire de tout ce qui s'est passé. Dans Lonely Among Us, une entité extraterrestre prend possession de plusieurs membres de l'Enterprise, dont Picard, qui, aliéné, ne se souvient de rien à la fin. Tout cela peut être mis en relation avec les nombreux épisodes dans lesquels des passés alternatifs sont montrés pour l'existence de Picard, notamment en ce qui concerne sa vie amoureuse, comme dans l'épisode We'll Always Have Paris, qui sera ensuite développé plus tard avec toute une existence alternative, mais vécue de son point de vue intime, ainsi qu'avec l'épisode Tapestry, où Q lui offre la possibilité de modifier son passé. Il est à noter que dans le répertoire infini des théories de fans sur Star Trek, beaucoup échafaudent à partir de ces épisodes certaines hypothèses sur l'éventuel blocage permanent de l'Enterprise dans tel ou tel continuum spatio-temporel, ce qui les ferait évoluer à partir d'un point donné, un épisode, variable selon les femmes, dans une réalité alternative ou fictive, voire plusieurs réalités possibles selon la figure des chats de Schrödinger. Cette accélération thématique, on trouve vraiment de plus en plus d'épisodes qui mettent en scène ces dispositifs, est tout à fait réflexive par rapport à la série. Cette mémoire tronquée ou sélective qui habite le dispositif semi-feuilletonnant formulaire. En outre, ces nombreux épisodes de mise en abîme évoquent également le Deus Ex Machina que constitue Q et qui contrôle les esprits de Star Trek et dirige leurs aventures, tout en se faisant régulièrement oublier. C'est bien évidemment, à mon avis, le domaine panique de Star Trek, à bien des égards ce qui fait le cœur de l'univers, qui explicite parfaitement certaines caractéristiques des dispositifs narratifs sériels en lien avec l'éthique. À première vue,
les fans fonctionnent massivement sur le mode anthologique. Les Trekkies, sur les différents sites de fandom, sélectionnent les épisodes selon une logique achronologique et très souvent par classement, ceux qui leur semblent les plus intéressants en termes de dilemme éthique. Que ce soit ouvertement ou par classement, les mêmes épisodes reviennent souvent. The Measure of a Man, Clues ou The Drumhead. C'est souvent un chronotype particulier qui justifie cette élection, ou par exemple l'épisode Justice, qui est dans cette dystopie extraterrestre, ou bien la mécanique narrative au niveau d'un épisode qui est privilégié, car ce dernier peut offrir une construction singulière. Par exemple, Measure of a Man, qui est un épisode de procès, dans lequel Jean-Luc Picard défie une jurisprudence de la Starfleet qui fait des androïdes sa propriété, évidemment pour pouvoir affranchir Data. Parfois, un épisode est mémorable parce qu'il montre une issue inhabituelle pour un personnage. Dans The Enemy, par exemple, le lieutenant Worf, sommé de sauver un Romulien alors que ses parents ont été tués par ce peuple, désobéit à Picard, il ne va pas le faire. Nous sommes bien dans le domaine de l'étude de cas, le choix d'un écart par rapport au schéma habituel. Cependant, aux côtés de ce mode de théorisation ontologique, en existe un autre, très souvent indissociable et à première vue paradoxal, mais en réalité pas du tout, c'est celui de la continuité. Les fans tiennent à mettre en avant, de manière vraiment radicale, que ces phénomènes se produisent, se reproduisent, qu'il y a reprise, écho, contradiction, répétition, évolution. En effet, une série comme Star Trek ne construit un univers riche d'un point de vue éthique que parce qu'elle met en jeu ce double mode de lecture. Brent Spiner, qui a donc joué le rôle de Data, a évoqué l'infini de Star Trek, l'idée que le succès de cette saga repose sur le potentiel illimité de séries qu'elle offre. A l'inverse, Rick Berman, le continuateur de Star Trek après la mort de Gene Roddenberry, soutient l'inverse. Star Trek est un univers cohérent et limité, où des formules sont à respecter et qui vont sans arrêt se répéter pour tisser ce très dense réseau, ce mégatexte, pour reprendre l'expression de Bernardi, sur toute cette franchise et les nombreux reboots, etc. Donc, on n'est pas dans le conflit entre autonomie d'un épisode et linéarité, mais plutôt dans un système d'écho et de reprise qui augmente très progressivement et peuvent nourrir l'éthos complexe d'un personnage. Un exemple de commentaire d'épisode par les fans est ainsi emblématique de ce mouvement global. Évoquant l'épisode Tin Man, un fan évoque ainsi un épisode à la fois donc, magistral dans sa manière de condenser un ensemble de tropes Star Trekiens et de rester dans une logique tout à fait classique, sans sortie de piste singulière. Tin Man is reasonably formulaic. There are no standard villains or enigmatic character moments for main crew. Just a run-of-the-mill adventure with a few guest stars. I think that's what makes it special, though. Donc, vous voyez le vocabulaire qui est employé. No gimmick or break with the norm. Very rote-like expectation and limitation. Les limites, les attentes, etc. Et pourtant, cet épisode-là, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliciter, encapsule en quelque sorte tout nouvelle génération, selon le fan. Donc, l'attention entre différenciation et répétition est fondamentale, mais c'est surtout l'imaginaire de l'épisode unique comme métonymique, maximisant à lui seul les multiples facettes de Star Trek qui est lisible ici. Dès lors, les évolutions constatées, la multiplication des épisodes à thématiques de mémoire et d'oubli, apparaissent comme tout à fait métaphoriques de la manière dont on voit Star Trek et dont on en intègre la richesse éthique et philosophique. Et il n'est pas anodin, bien sûr, que le plus grand site de fandom s'intitule Memory Alpha, au sujet de Star Trek, et que sa construction, là aussi, relève de différentes formes, à la fois chronologiques et rhizomatiques. Reste à évoquer le dispositif supranarratif qui encadre les 7 saisons de Star Trek Nouvelle Génération, celui d'un procès implicite de l'humanité, et c'est ici ce qui distingue, à mon sens, un petit peu Nouvelle Génération d'autres séries de la franchise. En effet, un Deus Ex Machina fait bien de cette expédition spatiale une adjonction d'épreuves à valeur éthique, surgissant dans le pilote et revenant dans le final. Donc celui du procès des humains par Q, le meilleur ennemi du capitaine Picard. Q est une créature omnipotente, atemporelle, et qui fait figure de mischief maker shakespearien. Il apparaît dans le pilote, double épisode intitulé Encounter at Farpoint. Il se présente comme représentant d'un ensemble d'êtres divins et supérieurs, créatures qui échappent au continuum de l'espace-temps et qui ont déterminé que l'espèce humaine était bien trop violente et primitive pour étendre son existence dans la galaxie. Alors que Picard se rebelle contre cette sentence, Q décide de se faire procureur de l'humanité, mais voire surtout son inquisiteur, tout en montrant à l'entreprise quelques crimes de masse commis par l'humanité au XXe siècle. Et il finit par annoncer qu'il observera tout ce que Picard et ses acolytes feront afin de les juger. Dans le final de la série, Q réapparaît pour acquitter l'humanité. Entre-temps, il survient lors de quelques épisodes où il oscille entre figure autoritaire, toujours dans cette posture de juge, et créateur de chaos. Il soumet par exemple Riker à la tentation en lui proposant de devenir un dieu. Il embarque l'Enterprise dans un voyage temporel où tout l'équipage se retrouve dans les rôles du récit de Robin des Bois.
Il rappelle souvent avec malice qu'il pourrait bien être à l'origine de nombreux déboires que connaît la mission dans sa globalité. Dès lors, Q peut apparaître comme l'orchestrateur et l'arbitre de toutes les situations auxquelles l'équipage fait face. Là aussi, cet état de fait dissimulé et parfois révélé est mis en scène dans d'autres épisodes avec d'autres créatures omnipotentes qui créent des mésaventures pour l'Enterprise, tout en les observant comme des rats de laboratoire. Par exemple, l'épisode « Where Silence Has Ease ». Juge et procureur, donc dans cet épisode, l'Enterprise se rend compte qu'en réalité, tout ce qui se produit d'anormal est le fait d'une créature divine qui les observe et qui les soumet à des épreuves. Juge et procureur du point de vue éthique, Q apparaît aussi comme une sorte de grand imagier, ce qui lie ces deux dimensions éthique et narrative. D'autre part, en tant que série de science-fiction, Star Trek Nouvelle Génération possède de ce point de vue une valeur encore plus métaréflexive sur l'éthique. Ce Deus ex machina interrogeant sur les conditions machiniques des êtres, ce qui fait impression sur l'être et le façonne, notamment par la technologie et le pouvoir de divertissement. Q est donc une forme d'incarnation du biopolitique. Donc à bien des égards, Q incarne toutes ces facettes des enjeux éthiques de Star Trek Nouvelle Génération en lien avec la narration. En effet, donc 1, il est un personnage récurrent, un gimmick. 2, une fois parti, il est oublié lors des autres épisodes. 3, il contribue pourtant à faire avancer de manière remarquable certains aspects du récit long, notamment dans l'épisode Q-Who, puisqu'il va provoquer la toute première rencontre entre Picard et les Borg, antagonisme capital pour la suite. 4, il joue le rôle de grand ordonnateur, potentiellement le créateur de toute la fabrique fictionnelle. 5, dernier point, il incarne ainsi à la fois une sorte de Léviathan, ordonnateur et liant plusieurs épisodes entre eux, tout en introduisant une forme de chaos, puisqu'il échappe au continuum de l'espace-temps humain et crée des effets anthropiques. Pour conclure, les approches ontologiques et les approches de continuité sont indissociables de C'est intéressant, le quid de Picard, donc de ce revival et de l'apparition de retour de Q, nous informe que The Trial Never Ends. Qu'est-ce que ça évoque? Est-ce que la forme feuilletonnante aussi de Picard change quelque chose dans la dimension éthique portée par The Next Generation? Alors, oui, et là aussi, il y a quand même une logique de saison qui est très marquante dans Star Trek Picard. C'est-à-dire que la première saison examine, va au fond d'un problème, il me semble. Et donc, bon, j'ai trouvé que c'était très intéressant, en tout cas, que la première saison avait réussi à bien négocier le feuilleton en lien avec l'univers de Nouvelle Génération. Et par contre, sur la suite, j'ai été beaucoup moins convaincue. La résurgence de Q, voilà, rien n'est jamais fini, mais en même temps qui aspire à une humanité de plus en plus présente. Pour moi, elle se traduit un peu de manière vraiment très positive, en fait, parce que je trouve que chaque personnage défie en quelque sorte la place qui lui est assignée et qu'on attend. Il y a un effet de boucle, mais qui n'est pas du tout une boucle. Le finale, évidemment, c'est pour boucler Nouvelle Génération et pour les nostalgiques. Mais il y a quand même toujours une ouverture possible. Ce personnage de Q, moi, je trouve qu'il trouve vraiment une apothéose formidable dans Star Trek Picard. Alors qu'il n'a pas été forcément toujours très bon dans d'autres séries de la franchise, notamment dans Deep Space Nine. Mais en réalité, c'est parce que, à mon avis, Q et Picard, c'est le duo. On ne peut pas séparer Q de Jean-Luc Picard. Quand Q arrive, il y a une joute shakespearienne. Enfin, il s'échange des vers de Shakespeare. Alors que quand il arrive dans Deep Space, et donc ils ont un dialogue très énervé, mais très littéraire, et puis Q finit toujours par revenir, alors que dans Deep Space Nine, il va voir le capitaine Sisko, il lui met une baffe, le capitaine Sisko, et on ne le revoit plus. Voilà.
Donc, voilà ce que j'en ai pensé un petit peu, ouais. Je sais pas ce que toi, t'en as pensé, mais ouais. Ouais, ouais. Ah oui, on garde ça pour la suite, alors. Parce que ça y est, une application plus générale sur il y a un